Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui manquent d'entrain en ce début de semaine avec un CAC 40 qui tourne autour de 6520 points actuellement. La situation est plus délicate depuis un mois maintenant. On l'a noté à travers la performance négative du mois de septembre avec une accumulation de sujets, que ce soit sur le plan macro ou sur le plan politique au sens large, qui viennent entacher la visibilité des investisseurs et qui justifient sans doute moins d'appétit pour le risque à ce stade. Ce sera l'objet du plan de trading à suivre comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. C'est Romain Dobré qui sera avec nous en plateau évidemment au cours de cette demi-heure. Et puis sur le front de la macroéconomie, une semaine importante pour les États-Unis et pour la Réserve fédérale américaine avant la réunion du mois de novembre, puisqu'on aura les chiffres d'emploi pour le mois de septembre aux États-Unis. Le rapport mensuel sera publié ce vendredi à 14h30. On aura entre-temps mercredi les chiffres d'emploi pour le secteur privé livrés par le cabinet ADP. On attend un rebond par rapport aux déceptions du mois d'août, puisque le chiffre d'emploi au mois d'août avait été un peu plus faible que les mois précédents. On verra dans quelle mesure le marché de l'emploi retrouve un peu de dynamique au mois de septembre aux États-Unis, sachant que ce sera peut-être l'un des derniers critères clés pour une décision de tapering au sein du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Assez peu d'enthousiasme sur les marchés actions pour démarrer cette semaine. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Pas de tendance claire à la Bourse de Paris, une ambiance assez similaire à celle de sa première séance pour le mois d'octobre, vendredi dernier. L'incertitude imprègne toujours les marchés. Il y a d'une part les tensions sur les prix et les approvisionnements qui demeurent, le tout avec la perspective d'une Fed moins accommodante, sans compter les ennuis et leurs conséquences du chinois Evergrande. Quelques valeurs en font particulièrement les frais, à commencer par les bancaires, mais aussi celles du luxe et de la technologie. En Asie, donc, l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong perdait plus de 2% en clôture, amoché par l'annonce de suspension de la cotation des actions Evergrande et de celle d'une de ses filiales. Nous n'avons pour l'heure pas d'informations quant à la raison de cette décision. Il semblerait en revanche que le promoteur immobilier ait accepté de céder 51% de sa division Evergrande Property Services à Hobson Development Holdings pour 5,1 milliards de dollars. La cotation de Hobson Development Holdings est également suspendue. Et puis un point dette, Evergrande n'a de nouveau pas honoré le versement d'un coupon d'obligation d'un montant de 260 millions de dollars. Il devait avoir lieu le 3 octobre. On rappelle que les marchés chinois sont fermés jusqu'à jeudi inclus à l'occasion de la fête nationale. Et puis toujours en Asie, le Parlement japonais a nommé le nouveau leader du Parti libéral démocrate Fumio Kishida au poste de Premier ministre. Il remplace Yoshihide Suga. Wall Street, de son côté, terminait en hausse de plus de 1% vendredi suite à l'annonce du laboratoire américain Merck de résultats encourageants au sujet d'un traitement contre le Covid-19. La hausse des dépenses de consommation et l'accélération de l'activité manufacturière sont d'autres facteurs qui ont soutenu la tendance. Sur le plan des matières premières, le baril du Brent de la mer du Nord oscille sous les $79 après un plus haut de 3 ans touché la semaine dernière à $80. Aujourd'hui, les ministres du pétrole de l'OPEP+ devraient décider d'un relèvement de production en novembre, attendu comme supérieur aux 400 000 barils par jour initialement prévus. Et puis à l'ordre du jour, on retrouve aussi la statistique des commandes à l'industrie américaine. Elle tombera cet après-midi, mais la statistique de la semaine est attendue vendredi avec le rapport sur l'emploi de septembre. Un rapport très attendu puisque la Fed devrait en tenir compte afin d'établir son calendrier concernant la réduction du montant de ses achats d'actifs. Focus sur quelques valeurs. Air France KLM progressait ce matin avant de ralentir. Progression à la suite d'un article du quotidien britannique Telegraph, selon lequel le gouvernement britannique envisage de réduire sa liste rouge des pays les plus exposés à la pandémie et de la ramener de 54 à 9. Et puis une affaire tirée au clair. La semaine dernière, le journal Le Monde
Monde évoquait un potentiel mariage entre Carrefour et Auchan. Eh bien, Barthélémy Guillain, le principal propriétaire d'Auchan, s'est entretenu avec La Voix du Nord et il l'affirme, la famille Mullier ne vendra jamais Auchan. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Une ambiance de marché qui se complique. On fait le point comme chaque début de semaine, comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct pour le plan de trading et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Yves. Bienvenue. Bon, effectivement, il y a deux manières de voir les choses. Il y a pas de le marché ne craque pas. Il n'y a pas de c'est pas le couteau qui tombe. Il n'y a pas de sell-off. Mais en même temps, voilà, c'est un marché qui est encore capable de rebondir. On l'a vu sur la séance de vendredi, encore une fois, Romain. Sauf qu'on voit bien que ces rebonds ne nous emmènent pas très loin désormais. Ce sont des rebonds de plus en plus bas pour l'instant. Et effectivement, on a une lecture enfin, on peut avoir une lecture en deux temps, une lecture moyen et long terme qui est clairement négative cette fois-ci. On a validé notamment ces structures d'avalement baissier, donc de bougies du mois de septembre qui ont englobé les bougies du mois d'août sur de nombreux actifs. Alors, on en a cité quelques-uns, et il y a notamment le S&P, le DAX, le Nasdaq, et sur des grands indices donc, majeurs, le MSCI World, on ne peut pas faire plus large, et puis sur beaucoup de secteurs aussi. Donc, il y a des secteurs qui étaient des secteurs forts, finance, construction, chimie, immobilier, qui n'était pas un secteur fort, mais qui a formé aussi cet avalement baissier. Donc, il y a vraiment, ça traduit vraiment la reprise en main des vendeurs, une tentative de former un nouveau plus haut en début du mois de septembre, invalidé, et on termine plus bas que le mois d'août. Ça, c'est une construction graphique qui indique qu'il y a clairement un coup d'arrêt dans la tendance. On le pressentait, on l'a vu, ça se confirme vraiment. Maintenant, effectivement, pas de marché qui craque dans l'immédiat, et c'est une lecture de court ou moyen terme qu'on va essayer d'avoir et d'affiner, en constatant qu'effectivement, pour l'instant, les niveaux de support, on est un peu allé chercher le bord du précipice et on a rebondi dessus. Moi, j'y vois plutôt le cas d'un marché qui est en phase de distribution. Ce qu'on appelle la distribution, c'est que les grosses mains qui sont rentrées en mars 2020 et autour, et depuis, commencent à distribuer du papier. Donc, on voit des volumes qui s'étoffent. On a des journées qui dépassent maintenant régulièrement 4 milliards depuis une dizaine de jours sur l'indice parisien. Et puis, une faiblesse depuis le mois d'août sur l'indice parisien, une faiblesse sur les indices américains depuis septembre, donc, et donc un marché qui distribue, même le Nikkei a donné des signaux de faiblesse après avoir touché le haut de son canal haussier. Et donc il y a cette phase de distribution. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à court terme, on peut assister à un rebond, on le voit. On considère dans ces cas-là que le rebond est ce qu'on appelle le rebond du chat mort, le fameux dead cat bounce. Un vieux schéma bien connu des boursiers. Un vieux schéma bien connu du marché, qui fait dire qu'encore une fois, on peut acheter le creux, que le marché va rebondir, rend tout le monde confiant. Et il y a ce consensus un peu détendu, effectivement, qu'on constate un peu partout, dans les avis, dans les intentions. Et puis du côté des couvertures aussi, même si la volatilité reste assez tendue, autour de 20. Et ça aussi, il y a un moment où, quand elle reste tendue comme ça pose un problème. Le niveau de couverture est assez moyen dans les portefeuilles. Il est juste à l'équilibre. On sait que le ratio doit être entre 0,80 et 1,20. On est à 1 sur le mois d'octobre, sur les niveaux actuels. Ce qui est étonnant après le mouvement de baisse qu'on a connu. Habituellement, ces alertes-là, elles créaient un peu de tension et les opérateurs se couvraient un peu plus. Donc là, ce mouvement de rebond possible, potentiel, on va observer en étant très prudent et en surveillant surtout des niveaux d'alerte en dessous, eh bien, il serait alimenté par soit de la spéculation, et on le voit, des mouvements de 160 points de rebond sur le CAC 40 vendredi, entre le point bas et le point haut, c'était important, et puis des mains faibles aussi, qui considèrent que ce sont des points d'entrée sur le marché, et il y a effectivement quelques structures de retournement haussière possibles sur quelques valeurs, à court terme en tout cas, et dont on peut essayer de profiter. On fait de l'arbitrage et du trading. Si on a une vision moyen-long terme, il est temps d'être prudent. Ouais. La toile de fond moyen-long terme, elle a quand même changé depuis un mois. Regardons d'ailleurs là sur le graphique mensuel du S&P 500. Alors ce que vous avez décrit comme l'avalement baissier du mois de septembre, voilà, très éloquent en l'occurrence. Je voulais l'illustrer pour une fois. Une bougie bien rouge. Bien claire, une bougie bien rouge. On voit que la bougie du mois de septembre englobe bien celle du mois d'août. Et ça, encore une fois, c'est le cas sur beaucoup d'actifs, des grands indices. Et ça n'est pas neutre. Et on voit qu'en même temps, l'indice rompt le canal haussier de long terme. Alors j'ai indiqué moyen terme, bon, c'était des terminologies à quelques semaines près, mais on voit que le point bas du mars 2020 est le canal haussier qui a été parfaitement respecté et cette fois-ci enfoncé violemment. Alors pour l'instant, on n'a pas de mouvement de baisse et on voit que l'indice, déjà le 1er octobre, tente un rebond. C'est quand même assez timide. Et puis on constate aussi qu'on a abandonné, on est sorti par le haut du canal haussier de long terme, celui qui est en violet, depuis longtemps, et qu'on l'a largement débordé, avec des retracements, alors qui donneraient des mouvements jusqu'à 13-15% sur les cours de clôture de vendredi, serait possible pour aller rechercher
chercher cette tendance, pourquoi pas. La majorité des indices donnent des moments de retracement si un mouvement de baisse se déclenchait à vendredi soir, de 8 à 10%. Donc ça, c'est le niveau cible. Par rapport au niveau de vendredi soir. Par rapport au niveau de vendredi soir en clôture, 8 à 10%. On voit qu'on peut même aller chercher un petit peu plus loin si on va chercher des niveaux historiques. Et puis pour l'instant, le mouvement n'est pas déclenché, donc on le surveille. On va voir d'où il part, mais c'est le déclenchement qui serait possible. Ouais. À court terme, alors sur un graphique intraday, cette fois, prenons le S&P 500 toujours comme référence, où vont se situer les zones de bataille là, Romain? Alors, la zone de bataille sur le S&P, elle est aux alentours de 4232, entre 4232 et 4283, on a un support important. Et puis on voit justement ce qui vient illustrer et étayer cette idée que le rebond est possible à court terme, une figure de biseau baissier. Alors comme son nom n'indique pas, un biseau baissier, c'est une figure haussière, probablement, c'est-à-dire que le marché consolide et va évoluer à l'intérieur de ce triangle qui pointe un peu vers le bas, avant d'en sortir normalement par le haut, pour aller rechercher en général le plus haut du biseau, c'est-à-dire les tops du S&P. Alors, c'est une configuration qu'on surveille. On surveille aussi les niveaux d'alerte en dessous. On va voir comment on se comporte à l'intérieur de cette structure. C'est une feuille de route, encore une fois. C'est pour ça qu'il y a deux flèches et deux scénarios possibles. La sortie par le haut est l'objectif maximal. On surveillera quand même des niveaux de 4435, qui sont des niveaux de résistance importants aussi. On ne va pas mettre tout sur le vert sur cette figure-là. On va être assez prudent, comme vous l'avez compris. On va l'accompagner. Mais c'est pour montrer qu'à court terme, et ça illustre parmi différentes figures, des réactions possibles haussières à court terme. Et encore une fois, cette fait que les vendeurs, les grosses mains du marché enlèvent de la pression et laissent la place à des mains plus faibles ou à de la spéculation pour rebondir. Donc des mouvements qu'on peut essayer d'accompagner, d'arbitrer, mais qui sont à surveiller avec un ratio risque-rendement par rapport à des cours de vendredi qui n'était pas inintéressant, mais qu'on va jouer par petites touches vraiment. Et un risque que vous le voyez, si on duplique l'ancienne structure haussière, qui donne exactement 8 à 10% de retracement sur cet indice-là. Alors, il n'y a pas le Nasdaq, mais on aurait pu l'utiliser en illustration. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. On a été touché, quant à lui, le bas du canal haussier de moyen terme, et on a été rebondir dessus très vivement vendredi soir pour former une bougie qu'on appelle un marteau, donc une grande mèche basse en bas de canal, et un petit biseau aussi peut-être qui permettrait d'alimenter un rebond aussi sur le Nasdaq. Donc on a ces structures qui demandent à être confirmées. On n'est pas sorti de la structure par le haut, donc pour l'instant c'est juste une feuille de route, encore une fois, mais on a cette possibilité à court terme. On va la monitorer encore une fois selon son horizon de temps, avec plus ou moins de prudence. Attention aux horizons de temps, on peut avoir une forme de dissonance dans les marchés avec des rebonds de court terme, mais qui ne changerait pas la toile de fond moyen-long terme qui est désormais plus négative. Clairement. C'est ça. Clairement négative. Que nous dit la volatilité? Du coup, c'est un indicateur qu'on va se remettre sous les yeux. Le VIX américain, la volatilité du marché américain, on voit bien qu'elle repart à la hausse et qu'elle ne rebaisse pas pour le coup. Exactement. C'est ça. Exactement. Depuis le mois d'août, et même on peut aller chercher jusqu'en juillet, on n'a pas formé de points bas de plus en plus bas, mais des points hauts de plus en plus hauts. Systématiquement, elle se détendait, et là, on voit qu'elle remonte toujours et qu'elle ne se détend pas. Alors oui, effectivement, la volatilité, c'est bon signe, c'est qu'on achète de la couverture, que le marché est relativement stressé et conscient du risque. En même temps, là, on a cette grande structure. Alors, on peut y voir une épaule tête épaule inversée ou un rounding bottom, un creux arrondi. On voit cette forme d'arrondi en bas de marché qui se forme depuis plusieurs mois et qui remonte progressivement. Alors, on est allé tester les 21,50, on est allé tester les 28. Ça montre qu'il y a un marché très harmonieux, un canal baissier qu'on va assez proprement tester, mais on n'est plus allé chercher la borne basse du canal. Et si on revenait de tester les 28 et les déborder, ce serait le signal d'une accélération baissière plus marquée. Ça se tend manifestement aussi sur le Nasdaq, un signal d'alerte de plus, même si pour l'instant tout ça est très harmonieux, on le voit, et donc une consolidation qui se passe pour le moment en bon ordre, mais qui donne des signaux de prudence. Comment est-ce que tout ça peut se traduire techniquement là, sur les marchés européens, si on prend l'indice Eurostoxx comme référence, Romain? Vous le disiez en introduction, c'est compliqué. Le marché il est compliqué sur l'Eurostoxx aussi. On a des figures qui ne sont pas propres, pas nettes, un peu contradictoires, avec des mouvements de baisse qui accélèrent, des supports qui sont testés, mais préservés en clôture. Le 4034, on en parle depuis quelques temps, on l'avait évoqué la semaine dernière, il a été préservé à la fin de la semaine à 4035. Donc vous voyez que le marché reste très technique, toujours harmonieux, toujours signe de technique, mais et avec de la résilience, puisqu'on est remonté d'une cinquantaine de points en fin de semaine. Donc voilà, maintenant on est coiffé par une oblique baissière sur l'Eurostoxx qui pourrait former un triangle symétrique. Généralement, un triangle symétrique, c'est une figure de continuation haussière dans 60% des cas. Donc, continuation haussière quand on monte et continuation baissière quand on baisse. Là, on est plus mitigé et cette grande bougie rouge nous invite à la prudence. Donc, on remonte notre seuil d'alerte. Il est à 3982, même la zone 4034 et 3982 en clôture. Son niveau qu'il faudra enfoncer en clôture. Si c'est le cas, de la même façon, en dupliquant le triangle symétrique vers le bas, on trouve des niveaux de retracement de 8 à 10%.
Tout ça, c'est aussi un signe d'harmonie sur les marchés, consolidation complémentaire possible. Pour l'instant, on rebondit. Marché plus piégeux quand même, de ce que je comprends, avec des risques de faux signaux ici et là qui vont rendre peut-être la lecture des choses un peu plus difficile. Complètement, on ne va pas chercher exactement les cibles. Même les bornes basses sont testées, mais on rebondit un petit peu avant. Et puis, il y a cette notion de biseau qu'on retrouve beaucoup, biseau baissier qu'on retrouve sur beaucoup de marchés. Bon, qu'en est-il du CAC 40 si on prend le futur CAC sur une vision journalière, Romain? Alors, il y a eu beaucoup de niveaux, parce que je sais qu'il y en a qui l'utilisent en trading, donc je laisse pas mal de support et de résistance intermédiaire, mais on a détecté avec le point bas de vendredi à 6405 points, la formation d'un triangle symétrique aussi, plus net sur le CAC 40, qui pointe alors, au maximum jusqu'au début décembre. La plupart des figures de court terme pointent plutôt entre fin octobre et début novembre. C'est ce qu'on va regarder comme feuille de route, mais on va surveiller. Une sortie de triangle, elle doit se faire avant les 2/3 et les 3/4 de la figure pour être dynamique. Donc, on pourrait sortir bien avant. Ça pointe aussi, donc fin octobre, début novembre. Ouais. Mais même peut-être avant, on est vulnérable. On voit qu'on a été accumulé en partie basse. Encore une fois, de la résilience. Et puis, on va surveiller donc la médiane de ce triangle symétrique, la zone 6534, 6564. Si on enfonce 6410 en clôture, on a notre niveau d'alerte de moyen terme aussi déclenché sur le CAC 40. Si on arrive à repasser au-dessus de 6564, on peut aller chercher des extensions. 6645, c'est vraiment un gros niveau. Je ne vois pas très bien ce qui entraîne le marché à passer au-dessus. C'est si on passe au-dessus de ce niveau-là et 6700 qu'on pourrait réactiver une dynamique haussière. C'est franchement pas le scénario qu'on a, vous l'avez compris, dans l'immédiat. Mais on surveille autour de 6660. On prendra du bénéfice si on est re-rentré la semaine dernière. Pour finir, un mot de Kering, alors qui a été une des valeurs emblématiques du coup d'arrêt qu'a connu le marché parisien, spécifiquement autour de la mi-août. C'est ça, Romain? Où en est Kering aujourd'hui? Kering, elle donne des signaux, elle fait douter. Elle donne aussi cette idée qu'un rebond est possible. Alors, là, on a zoomé pour pouvoir bien lire ce biseau baissier, encore une fois. Si on dézoome, on voit que le support de 601,50, c'était très important. C'est un niveau sur lequel elle a buté en janvier 2020, en novembre 2020, qu'elle n'avait pas réussi à déborder, sur lequel elle a buté en mars 2021 et qu'elle a fini par franchir en avril 2021. Autant dire que c'est un niveau de résistance qui était important, qui devient un support majeur. Et elle réagit dessus ce matin. Elle perdait 3,5% à l'ouverture, elle ne perd plus que 0,60%. On a pris un petit pari technique haussier sur le titre. À court terme, vous vous souvenez qu'on était assez négatif sur le titre et que la baisse complémentaire, elle pourrait renvoyer vers le bas du canal haussier de long terme, donc à la rupture de 601 pour aller chercher des niveaux de 597, 560 environ. Voilà, on prend ce risque-là, on surveille ces valeurs-là qui sont justement, qui peuvent être déterminantes dans un rebond potentiel avec quelques autres valeurs, mais qui aussi donneront le signal d'alerte si les niveaux de support sont rompus. Merci beaucoup Romain, merci pour ces explications. Prudence donc sur les marchés, vous l'aurez compris, même si à court terme on peut assister à des rebonds techniques, la situation de moyen long terme a quand même changé désormais. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Chaque lundi, on fait le point également sur les enjeux de la semaine pour la macroéconomie américaine. Et c'est une semaine qui sera marquée par les chiffres d'emploi. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. C'est la semaine du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre. Ce sera le dernier rapport avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tient les 3 et 4 novembre. Et c'est donc un chiffre qui sera particulièrement important pour finaliser peut-être la décision d'un tapering dès le mois prochain, Thomas. Tout à fait. Donc, Jérôme Powell, le président de la Fed, a dit qu'il fallait un rapport décent, je cite, pour pouvoir enclencher le tapering au mois de novembre. Donc, dans cette réunion qui aura lieu juste avant le rapport de l'emploi suivant. Mais je ne pense pas qu'en fait ce rapport d'emploi soit aussi important que ça. On a l'impression quand même que la Réserve fédérale a l'air d'être bien dans les rails d'un tapering et qu'il y a assez peu de risques que ce tapering soit quelque part court-circuité, puisque finalement, même si l'emploi ne donne pas tous les signaux positifs qu'il pourrait donner, on a quand même des signaux positifs sur le front de la consommation notamment, aussi des enquêtes de conjoncture au niveau des entreprises. Donc la Fed pourrait potentiellement ignorer un rapport de l'emploi qui serait mitigé parce que d'autres statistiques sont plus fortes, point numéro 1. Et point numéro 2, c'est que on a eu tout ce mécanisme de mise en place des anticipations pour un tapering
tapering au mois de novembre que ça va être très difficile de faire marche arrière. Ouais, donc la fenêtre de tir est bien ouverte pour le mois de novembre et ce serait bizarre de voir la Fed ne pas saisir cette occasion, même si les chiffres d'emploi sont un peu mitigés. On verra ce qu'il en est. Donc on aura l'enquête privée pour le secteur privé ce mercredi avec le cabinet ADP, puis le rapport mensuel global ce vendredi à 14h30. Vous parliez de la consommation des ménages. C'est vrai qu'on a eu des indicateurs plutôt bons vendredi aux États-Unis. Thomas, est-ce que alors le choc énergétique, on en parle beaucoup en Europe, mais il est visible également à travers les prix du pétrole, par exemple, et on sait qu'il y a un impact direct sur les prix à la pompe et les prix du brut aux États-Unis. Est-ce que c'est déjà un sujet de vigilance particulier à ce stade pour vous, Thomas ? Je pense que ça doit le devenir. C'est vrai que le sujet choc énergétique est un peu moins prévalent aux États-Unis qu'en Europe. Ou en Europe, je pense qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Mais aux États-Unis, évidemment, il faut regarder ça de près. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis sont sur les deux côtés du tableau, parce qu'ils sont aussi producteurs de pétrole, notamment à travers le secteur du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, et ça c'est intéressant quand même, c'est qu'on voit que la production américaine de pétrole a du mal à vraiment se remettre en place. Donc même de ce point de vue-là, on a quand même moins de production aux États-Unis. On est autour des 11 millions de barils jour. Je crois qu'au sommet, avant la pandémie, on était autour de 13 millions de barils jour. Enfin, bref, on sent que même le gaz de schiste, le pétrole de schiste américain a du mal à se remettre en place. Et donc là aussi, c'est dans cette équation mondiale d'offres et de demande, on peut avoir potentiellement des blocages avec le risque principal étant une hausse qui se poursuit au niveau des prix de l'énergie. Sur le front de la politique commerciale des États-Unis, Thomas, il faut noter que l'administration Biden, à travers la représentante au commerce, remet le dossier de la guerre commerciale Chine-États-Unis sur la table, puisque cette représentante américaine au commerce demande à la Chine de respecter le cadre de l'accord de phase 1 qui avait été signé entre la Chine et les États-Unis en janvier 2020, donc sous l'administration Trump précédente. Évidemment, le sujet avait été complètement balayé par la crise pandémique, mais c'est intéressant de noter que les États-Unis choisissent ce moment aujourd'hui, où la Chine est d'ailleurs peut-être un peu affaiblie, pour remettre ce sujet sur la table. Oui, tout à fait, et c'est même un peu inquiétant quelque part, puisque le commerce était le vrai sujet du président Trump. Je rappelle les faits. À l'époque, on était à peu près 500 milliards de dollars d'importation qui viennent de Chine, pour 100 milliards dans l'autre sens. Donc l'idée du président Trump, c'était qu'il fallait un peu rééquilibrer cette balance commerciale bilatérale en demandant à la Chine d'importer plus des États-Unis, notamment en matière de matières premières agricoles, et aussi justement de pétrole et de gaz américain. Évidemment, on a vu que depuis, la Chine a eu du mal à respecter ces quotas sur lesquels elle s'était engagée, mais le gouvernement Trump, finalement, n'avait surtout ignoré cet état de fait. Et là, c'est intéressant de voir que ça revient sur la table sous l'administration Biden, alors même que Biden a déjà ouvert plusieurs autres fronts avec la Chine, notamment sur le plan géopolitique. Je rappelle qu'il y a deux grands thèmes qui quelque part cadrent la géopolitique de Joe Biden. C'est la question des droits de l'homme et la question du respect du droit international, avec un ton très ferme de l'administration Biden envers la Chine. Je dirais même que le symbole de tout ça, ça a été notamment le sommet de l'OTAN en début d'été, qui a montré un ton très ferme par rapport à la Chine. Donc là, c'est intéressant de voir qu'en effet, là, on a l'impression qu'il y a un nouveau front qui s'ouvre envers la Chine. En plus de ça, il faut rappeler quand même cette nouvelle alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis au niveau militaire. Donc ça fait beaucoup de sujets sur la table, notamment pour cette relation entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il faut comprendre, Thomas, je suis désolé, je vous amène sur le terrain de la politique, mais que la Chine, c'est toujours une carte politique qui paye, quelle que soit finalement la couleur de l'administration. C'était vrai sous Trump, c'est vrai sous Biden également, avec une administration démocrate. Au moment où Joe Biden semble un peu patiner sur ses plans de soutien aux infrastructures ou aux familles, sur le plan domestique cette fois, Thomas ?
Oui, tout à fait, mais une arme à double tranchant, j'ai envie de dire, puisque il ne faudrait pas que le sentiment des investisseurs, que le sentiment du monde des affaires aux États-Unis ne souffre de cela. Or, si on a un ralentissement de l'économie, notamment par exemple l'année prochaine, ça peut peser lourd de conséquences, y compris sur les fameuses élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. Et donc toute l'année prochaine, de facto, tous les membres du Congrès seront en réélection. Donc si à ce moment-là, on a aussi une perte une perte de voilure économique à cause de tensions avec la Chine, ça peut aussi poser sur ces élections du mois de novembre. Alors que pour l'instant, Joe Biden a tendance à plutôt voir une érosion dans les sondages. Son taux de popularité est en forte baisse. Alors ça a été en forte baisse notamment autour des événements en Afghanistan. Mais là, on voit que récemment, avec le fait que Joe Biden ait du mal à faire passer ses grands plans de dépenses au Congrès, c'est aussi un facteur qui pèse sur sa popularité. Et le fait qu'effectivement, à ce stade de son mandat, c'est-à-dire quand même relativement vite, Joe Biden n'ait plus, semble-t-il, la capacité politique à rassembler, y compris au sein de son camp démocrate, pour faire passer ces grands programmes d'infrastructure et ces grands programmes sociaux. Est-ce que ça gâche un petit peu l'horizon d'une certaine manière, Thomas, ou est-ce que, en tant qu'économiste, vous vous étiez déjà préparé à l'idée qu'on n'aurait pas 4,5 trillions de dollars de dépenses supplémentaires dans les prochaines années ? Alors, pour les investisseurs, c'est aussi une question à double tranchant, puisque ces nouveaux plans de dépenses, notamment le grand plan des infrastructures humaines à 3,5 trillions de dollars, aussi comportaient des hausses d'impôts, y compris des hausses d'impôts sur les entreprises. Donc, il est fort à penser que si on dilue les dépenses, on diluera aussi certainement les hausses d'impôts, en particulier sur les entreprises. Donc ça peut être quelque part à double tranchant pour les investisseurs. Il peut y avoir aussi du positif que les membres du Congrès prennent un peu leur temps par rapport à ça, même si de toute façon, on parlait d'une hausse de l'imposition des entreprises qui allait être assez faible. Joe Biden, au début, voulait donc un taux d'imposition de 28% des entreprises contre 21% sous l'ère Trump. Joe Manchin, le fameux sénateur qui est un peu le faiseur de roi, lui plaide plutôt pour du 25%. Ça peut être l'horizon sur lequel on risque d'aller, avec à mon avis un plan de dépenses qui sera raboté à mon avis 1,5 ou 2 trillions de dollars. Et je rappelle que c'est des sommes sur 10 ans. Donc voilà, certainement on va sur un schéma économique où il y aura moins de budgétaire et aussi moins de monétaire, puisque la Réserve fédérale va réduire les achats d'actifs et s'apprête à monter les taux, même si la montée des taux, à mon avis, attendra 2023. Ouais. Intéressant, ce sera effectivement le prochain sujet de discussion. Est-ce que la Fed peut remonter ses taux dès l'an prochain ou est-ce que l'horizon sera plutôt celui de 2023 ? Le débat est loin d'être tranché pour l'instant. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi depuis Genève pour commenter les enjeux à venir pour l'économie américaine et pour le Congrès à Washington, là aussi qui reste sous tension avec les négociations autour des programmes d'infrastructure et des programmes sociaux et puis toujours l'échéance du plafond de la dette autour du 18 octobre prochain. Thomas Kosterg donc chez Pictet Wealth Management avec nous dans Smart Bourse le lundi à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct sur Bismart à 17h.